Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'espace de prise de parole alors qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Moi, c'est ma conviction là-dessus, c'est de me dire qu'en fait, le personal branding, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est acquis. Tu peux le travailler et tu peux être écouté si tu le veux. Au tout début, j'ai fait l'erreur, je répondais à tous les messages, je me mettais énormément de pression à répondre à tout. Et j'essayais toujours de répondre positivement, à pas vexer, etc. En fait, tu peux pas éviter ce pourcentage-là de gens mécontents. On parle du biais de réciprocité, qui est un des fondamentaux de la psychologie humaine. Tu aides les gens, ils vont t'aider, tu réponds aux gens, ils vont plus te répondre, etc. C'est super dur de se dire, ok, pour me protéger, vu que ce biais de réciprocité, c'est un gouffre infini de temps, il y a un moment, je dis stop. Mais je pense que c'est plus important de protéger tu vois, ta santé mentale à ce niveau-là. Je perds peut-être un petit peu d'engagement de cette manière-là, mais pour moi, le coût, il est moins important que le bénéfice, en fait, à avoir la paix. Je suis même ok de louper des affaires. Je me dis, bah, c'est pas grave, en fait. Bah, on est parti, salut Maud. Salut. Bienvenue sur Bonne Réputation. Merci. Ça fait trop plaisir de te voir, de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans, même si je te suis sur LinkedIn et je suis ton épopée. C'est cool de pouvoir revenir dessus aujourd'hui. Parce que en 3 ans, depuis qu'on s'est vu, tu t'es imposé comme une des références sur le personal branding, qui est aussi le sujet du podcast. Donc une des références en France sur le personal branding. Genre quasiment l'experte numéro 1 sur LinkedIn, avec... j'ai additionné plus de 100 000 personnes qui te suivent si on cumule ton audience LinkedIn. Je crois qu'il y a 82 000 personnes. Ton audience de ta newsletter, 18 000 personnes. Ça commence à faire beaucoup sur un sujet qui reste quand même un sujet niche, un sujet business. Et moi, ce que j'admire aussi beaucoup, c'est pas juste ça, c'est la manière dont tu l'as fait. Parce qu'en fait, te suivant depuis longtemps, j'observe, et peut-être c'est qu'une impression, mais j'observe que tu te tiens à une sorte de rythme. Pour moi, ça fait 2 ou 3 ans que Maud Alavès, elle fait 2, peut-être 1 parfois, mais 2 posts par semaine. Et à la fois, t'as jamais lâché, et à la fois non plus, t'as jamais cédé au toujours plus, tu vois. Ouais. Et on vit quand même un peu dans un monde du quantitatif, les algorithmes, les gens, tout pousse à faire plus, à céder un peu aux sirènes de plus de contenu, de plus de sponsors, de multiplier les canaux. Et moi, j'ai l'impression que tu fais 0 compromis là-dessus, quoi. Tu fais 0 compromis sur le court terme, et pour moi, t'es un peu une sorte de résistante, tu vois, qui dit les gars, en fait, c'est aussi possible de réussir à construire une super audience, de construire une autorité, sans aller dans le too much, sans céder à ça, sans céder au message il faut poster tous les jours, tu vois. Et sur le long terme, ça marche, puisque on vient de parler de ton audience, t'as construit une superbe audience. Je pense que il y a aussi, on pourra aussi comparer, je citerai personne, à des gens qui se sont lancés en même temps que toi, qui postent beaucoup plus ou qui font beaucoup plus de contenu et qui n'ont pas forcément construit une plus grosse audience. Et voilà, juste dans un monde du quantitatif, moi je trouve que ça fait plaisir de voir des gens qui réussissent comme ça aussi. Et dans cet épisode, je voudrais bien sûr comprendre comment t'as fait. On va y revenir. Comment tu fais pour construire et une super autorité dans un domaine et en même temps de respecter ton tempo, de pas céder, de pas parler plus que les autres, plus fort que les autres. Mais avant, je vais te laisser te présenter. Merci déjà pour toute cette présentation et éloge. Et ouais, le mot qui me venait en tête, c'est vraiment avec lenteur ou un peu en silence en fait, tu vois. Et du coup, pour me présenter, donc moi je suis Maud Alavès et je conseille les dirigeants sur leur personal branding, image de marque et principalement leur prise de parole sur les réseaux sociaux. Voilà, que je fais à travers d'accompagnement, coaching et aussi en fait à travers mes contenus, du coup où j'accompagne des personnes gratuitement, on pourrait dire d'une certaine manière. Et donc comme tu l'as dit, à travers ma newsletter notamment et LinkedIn et aussi un petit peu Instagram, YouTube que j'ai justement exploré mais sans plus. Ok, merci pour faire J'ai été exact dans le panorama de ton audience aujourd'hui. C'est LinkedIn, newsletter, un peu Insta. Je sais pas s'il y a d'autres canaux. Ouais, il y a 5000 personnes sur Instagram, effectivement. Et en YouTube, je t'avoue, je ne suis même pas allée regarder depuis peut-être 1 an et demi, mais il doit y avoir 2000, 3000 personnes, quoi, quelque chose comme ça. Peut-être moins même. Ok, mais il me semble que YouTube... ça date justement du Social Hack Club et on va justement rentrer dans le vif du sujet. On en parlait juste avant. Il y a 3 ans, moi j'étais pas indépendant, j'étais CMO chez Iconoclast. Toi, t'étais encore à 100%, je crois, dédié à ton projet d'avant qui s'appelait le Social Hack Club, et on avait fait un live sur LinkedIn justement parce que t'étais déjà actif sur LinkedIn, mais pas centré, pas dédié au personal branding. Et depuis, t'as fait ce shift, te dédier à ce sujet-là et te mettre à délivrer des prestations de services pour accompagner des gens sur le sujet du personal branding.
ta proposition de valeur aujourd'hui, c'est pour les entrepreneurs et dirigeants, c'est de devenir remarquables grâce à leur personal branding. Et moi, la question que j'ai pour toi, c'est depuis que tu as fait ce shift du Social Hack Club à je suis l'experte du personal branding, comment tu as fait pour devenir remarquable, toi? Quelle a été ta stratégie? Pour une fois, parce que toi, tu décortiques beaucoup les stratégies des autres, mais pour une fois, on peut passer la tienne sur le grill un peu. Ouais. Bonne question, très vaste aussi, parce que je trouve que derrière le mot remarquable, tu vois, il y a beaucoup de notions. Ouais. Et je pense que la première, en fait, c'est d'être remarqué. Tu vois, quand tu te dis, bon, bah, t'imagines quelqu'un qui est remarquable, tu te dis déjà, tu le vois. Donc, il y a une notion de visibilité, tu vois, qui fait partie forcément de ma stratégie. Donc, qui est comment, en fait, créer des contenus qui vont me permettre derrière de gagner en visibilité, de créer une audience assez large, tu vois. Et après, la deuxième chose, c'est que dans remarquable, je trouve qu'il y a une notion de un peu d'admiration, tu vois, ou en fait d'être remarqué en bien, quand même. Ouais. Tu vois, là est la notion de la réputation, justement, de la notoriété, en fait. Ouais. Et là, pour moi, ça passe par la construction de la crédibilité et de donner, inspirer confiance. Et c'est là que tu vois, je trouve que le rythme, par exemple, le fait d'être toujours là, en fait, et de tenir ses engagements, finalement, je pense que ça en fait partie. Ça, plus finalement, en fait, la plupart de mes contenus, c'est des contenus d'expertise, hein, tu vois. Je parle quand même en long, en large et en travers de ce que je connais, même de ce que je connais pas, tu vois. Je suis assez transparente sur ce que je sais, ce que je sais pas. Et je pense que ça inspire confiance, justement. Ça me permet de me rendre visible. Et c'est ça qui, sur le long terme, me rend remarquable par rapport aux autres. Ouais, et quand tu parles de sujets, si on creuse un peu sur ta stratégie, si on parle de thématiques, de fréquences, de canaux, quand tu parles de thématiques expertes, non expertes, un peu pour les auditrices aussi, auditeurs, pour donner un exemple, c'est quoi par exemple pour toi? Ça a peut-être changé d'ailleurs avec le temps. Bah grave, franchement, il y a pas longtemps, je suis retombée, parce que j'ai refait mon espace Notion, et du coup, je suis retombée sur ma stratégie numéro 1. Ouais. En fait, la première fois que j'ai mis des bullet points de quoi j'allais parler, il y avait productivité. Ok. Tu vois, aujourd'hui, je parle pas du tout de ça, par exemple. Je sais plus ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y avait réseaux sociaux. Enfin, il y avait des trucs en fait assez variés. Aujourd'hui, effectivement, ma stratégie, donc c'est une newsletter par semaine. Ouais. Elle est vraiment dédiée aux questions de personal branding. Et là, j'ai un peu des maxi questions auxquelles j'essaie moi de répondre. Tu vois, qui sont, est-ce que le personal branding marche? Déjà, question numéro 1, tu vois, je trouve que on peut légitimement se poser la question, tu vois, c'est une stratégie qui est quand même assez nébuleuse pour beaucoup. Ouais. Quel est le ROI de cette stratégie? Encore plus difficile. Encore plus difficile à mesurer, tu vois, qu'est-ce que ça permet de résoudre? Comment tu construis une réputation? Comment tu influes en fait sur l'image que les gens et la perception que les gens ont de toi? Ça, c'est vraiment les questions, les maxi questions auxquelles j'essaie de répondre à travers cette newsletter une fois par semaine. Et donc là, ça prend plein de sujets comme les couleurs, l'image de marque, même les blocages, tu vois, la peur du jugement, en fait, des interviews justement de personnes qui ont réussi, etc. Et après, sur LinkedIn, là, c'est dans un monde idéal 2 posts par semaine. Ouais, tu fais pas toujours, j'avoue, je remarque pas. Non, ok. Il y a des fois où il y a des périodes où je suis moins assidue, ça se voit moins parce que je pense qu'en fait, lycée sur 4 ans, en fait, oui, t'es là. C'est anecdotique finalement les fois où j'ai pas réussi. Mais il y a plein de fois où je l'ai pas fait, hein, en fait. Par contre, je fais toujours au moins, enfin, même pas en fait, tu vois, je te dis, il y a des fois où j'ai pas posté pendant une semaine, tu vois. Mais en général, si je loupe un jour, je me dis toujours, là, le prochain, il faut vraiment que je le fasse, tu vois. Ouais. Donc, je vais avoir un jour où je loupe, et puis voilà, comme ça, je suis toujours présente au moins une fois par semaine. Ok. Depuis 4 ans. Ouais. Genre, t'as quand même pas raté une semaine depuis 4 ans. Ça m'est arrivé de rater une semaine, si. Ok. Ça m'est arrivé. Juste une fois une semaine. Ok, alors que moi, là, je m'apprête à disparaître pendant 5 semaines. Moi, je suis une mauvaise élève, quoi. Bah, écoute, si après tu retrouves... Peut-être pour ça que j'ai pas 82 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Non, je pense pas que... Parce que j'ai des exemples, tu vois, de clients, justement, qui postent vraiment de manière sporadique. Il y en a une, Lisa Nakam, par exemple, qui poste une fois par mois. Bon, et tu vois, elle a quand même des posts qui font énormément d'engagement. Mais après, elle a une jauge de crédibilité aussi qui qui lui permet de faire ça. Mais... Et donc, sur LinkedIn, 2 posts par semaine. Et là, les thématiques, ça va être du plus spécifique. Donc, copywriting, personal branding... vraiment conseils, tu vois, création de contenu, LinkedIn aussi, par exemple, très spécifique, ou un peu plus large, donc communication, influence, réputation, et même marketing, tu vois, ça m'arrive de faire
tu vois, j'ai un post qui a vachement bien marché, là où j'avais fait l'analyse de pub de Loewe, avec Maggie de Harry Potter, là. Oui, donc Et, la mannequin âgée, du coup, je crois que c'est c'est génial. ça. En plus, Ça, elle est un peu iconique en plus. Bah, tu vois, ça parle pas de personal branding en fait en soi, mais pour moi, ça fait quand même partie de cette même méga thématique. En fait. J'essaie un peu de regarder le truc comme si, tu vois, quand tu rentres dans une librairie, t'as des catégories, et déjà, j'essaie de me faire genre identifier dans la catégorie business. Ouais, déjà, tu vois, elle a l'air de faire du business. Tu vois, et d'être pas trop mauvaise en marketing. Voilà, pour les gens qui après dans cette catégorie-là, bon bah voilà, marketing, communication, tu vois, et après dedans encore tu rentres, jusqu'à le personal branding. Mais je me dis en fait, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, au moins ils savent un petit peu me positionner, tu vois, ils savent que au moins j'évolue là-dedans. Voilà. Ok, donc au niveau des canaux, je récapitule, newsletter et LinkedIn principalement, sur un rythme plutôt 2 fois par semaine, mais parfois une, quand c'est parce que c'est la vie, et sur des thématiques qui vont du marketing en général au copywriting, en resserrant de plus en plus vers le personal branding, et ok. Et toi, c'est quoi tes convictions? Ouais, pardon. Ouais, j'avoue, il y a aussi quand même sur LinkedIn, il y a quelques posts qui se rajoutent en plus, qui sont des posts que j'appelle milestone, tu vois, qui vont être des posts sur mon actualité. Tu vois, qui sont des posts un peu plus personnels, du coup. Du genre, j'ai fait passer ma newsletter en format semi-payant, j'ai atteint 80 000 abonnés, j'ai été LinkedIn Top Voice, tu vois, ça c'est des posts milestone, quoi. Mais ça, j'en fais un par mois, en fait. Ouais, mais ça, c'est super important aussi parce que quand on traite une stratégie éditoriale et qu'on débute, c'est facile de rester enfermé dans oh là là, j'ai pas assez de thématiques, que des trucs experts, etc. Alors qu'en réalité, ensuite, quand on dézoome, c'est important d'avoir des thématiques transversales, mais effectivement de se dire attends, c'est un réseau social, donc il y a une partie où je vais peut-être parler de moi, mes actus, mes annonces, une autre partie qui va être tiens, c'est quoi mes retours d'expérience, ce que j'ai appris, et des parties, des posts un peu experts, voilà comment on fait ça, voilà comment on fait ci, etc. Et donc en fait la partie pure expertise, c'est pas toujours, et c'est le cas pour toi, mais même dans pas mal de stratégies qui marchent, c'est jamais 100% en fait aussi. Non, je pense pas. Après, ça dépend pour qui. Tu vois, il y a peut-être des gens qui ont intérêt à faire ça, ou il y en a qui n'ont pas envie aussi de parler du perso. Et du coup, je pense pas qu'il y ait... Ce que j'aime bien avec la création de contenu, et comme l'entrepreneuriat, c'est que je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire, tu vois, ou une seule bonne manière de faire. Et la bonne manière, c'est la manière qui nous convient à chacun. Et il y en a qui réussissent très bien avec des postes que expertise. Hein. Je pense à un mec dont j'arriverai pas à prononcer le nom, mais Jorgen... J'avoue que je le connais, je vois pas, non. Je te retrouverai le lien, mais qui fait que des post-management avec des graphiques, c'est en anglais, donc c'est hyper spécifique, tu vois. Il fait que ça. Ah, mais je crois que j'en ai parlé dans un de mes contenus. Ok, je crois que je vois. On va le voir. Il fait que ça, et il y en a plein des comme ça, en fait, qui font que des posts vraiment sur un seul sujet, et ça marche bien aussi. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, après, en majorité, c'est pas la majorité des gens qui font ça, quoi. En règle générale, t'as une overview un peu d'ensemble, et puis tu peux avoir un intérêt aussi à faire des posts personnels pour toucher d'autres parties en fait émotionnelles de tes lecteurs, quoi. Ouais, et alors je rebondis là-dessus. J'ai plein de questions, mais là je rebondis tout de suite là-dessus. Tu parles de posts émotionnels, tu parles de tes actus. Toi, t'es une des premières il y a 2-3 ans à avoir mis des photos. Ouais. Et des photos de toi. Aujourd'hui, c'est quasiment un classique sur LinkedIn. D'ailleurs, si tu veux émerger dans le feed, c'est parfois la photo, elle est vraiment utile parce que sinon, t'es 2 lignes et tu peux passer à la trappe, quoi. Et qu'est-ce que ça apporte la photo, selon toi? Il y a plusieurs choses. Sur LinkedIn particulièrement ou dans le personal branding au sens large? Ouais, on peut le dire sur les deux échelles. Ouais. Sur LinkedIn particulièrement, je pense que déjà ça fait scroll stopper. Ouais. Effectivement, tu vois, c'est-à-dire que même si on a l'impression, nous, je pense toi et moi, parce qu'on a un feed où, à mon avis, tu vois, on côtoie les gens qui sont beaucoup dans la création de contenu, et du coup, on a l'impression que c'est omniprésent. Mais en réalité, il y a quand même, pour la majorité des gens qui sont sur LinkedIn, je pense que ça ne l'est pas encore beaucoup. Et je pense que, tu vois, l'écrasante majorité, c'est encore des posts cher réseau, ravi d'avoir, tu vois, ce nouvel emploi, etc. Et du coup... ça permet quand même de se différencier de cette masse de contenu-là, déjà, et d'être captivant. Après, la deuxième chose, je pense, c'est humanisant, tu vois. Ça permet de te faire reconnaître aussi,
et puis de montrer que ce post c'est le tien, tu vois. Là où sur un texte parfois on peut effectivement passer au-delà, ou tu vois, pas reconnaître ou aller très vite. En fait, là, on peut se dire, ah non, ce post-là, c'est celui de cette personne-là et j'avais bien aimé le dernier. Et là, je la reconnais sur cette photo et du coup, je vais vouloir relire son contenu, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Et après, la question, donc c'est être reconnaissable, en fait, tu vois. Ouais. Et après, sur la photo, et c'est là où je trouve qu'elle est parfois mal utilisée sur LinkedIn, c'est que une photo vaut 1000 mots, tu vois. Et en fait, tu peux faire passer quand même beaucoup de messages. Et moi, mes clients, souvent, je les questionne quand je leur dis, OK, il va falloir faire un shoot photo. Ils me disent, ah d'accord, et tu sais, ils ont envie de faire un shoot comme ça. Et moi, je leur dis, OK, mais en fait, t'as envie qu'on dise quoi de toi comme adjectif? Et là, tu vois, il y a grosse réflexion. Et s'ils me disent, j'ai envie de passer pour quelqu'un d'innovant, peut-être qu'on va chercher, en fait, dans le décor, en tout cas, à montrer ça, ou peut-être qu'il va falloir que t'aies une tenue, tu vois, qui montre ça, ou est-ce que tu souris, est-ce que tu souris pas, est-ce que tu vois, moi par exemple, j'essaie beaucoup de m'associer à l'univers de la créativité et de la littérature. C'est pas pour rien que je suis souvent derrière des bibliothèques. C'est vrai. Souvent avec un carnet, en train d'écrire, tu vois, ou que j'ai des livres en train de lire, tu vois, et en fait, parce que derrière, il y a tout un univers. Tout ça était donc réfléchi. Bien sûr. Mais oui. Tout ça, je fais tous les jours derrière. Enfin, bon, il se trouve que j'ai un mur bibliothèque derrière chez moi, mais et que j'aime bien ça, effectivement. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de faire passer un message, tu vois. Et derrière le côté littéraire, il y a le côté, OK, elle est cultivée, elle est curieuse. Il y a le côté expertise, tu vois, qui revient. Et tu fais passer ces messages-là, en fait, par l'image. Donc c'est là où ça peut être intéressant, quand même, la photo. Et ça a changé quoi pour toi? Parce qu'au début, t'as commencé comme tout le monde, c'était que du texte. Ouais, pour ceux qui auraient du mal à se montrer, tu vois. Moi, je sais que j'ai mis un moment à accepter de montrer ma gueule, parce que je voulais pas me mettre en photo et j'étais mal à l'aise avec ça, etc. Mais quasiment 100% des gens, en fait, que j'interviewe dans mon podcast, il y a un avant-après où ils ont commencé à montrer leur tronche, quoi. Et toi, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté? Ouais. Je pense après, c'est un peu difficile à dire parce que, tu vois, en 4 ans, en fait, je trouve que mon évolution en termes d'engagement et puis de communauté, en fait, finalement, elle est hyper stable. J'ai pas eu, tu vois, j'ai des moments de boost, un peu comme tout le monde, mais je pense que ça fait des escaliers, tu vois. Vraiment, c'est pas comme s'il y avait un moment qui avait été un moment de bascule. Et donc, on peut pas dire que les photos aient été un moment de bascule. Je pense que à l'époque là, oui, alors ça m'a fait augmenter, c'est sûr, en termes d'engagement. Maintenant, tu vois, par rapport à avant et la courbe d'engagement sur laquelle, enfin la croissance sur laquelle j'étais, je sais pas si ça m'a vraiment fait un effet levier 10 fois plus, quoi. Mais par contre, c'est clair que oui, je remarque que ça a un effet sur l'engagement, ça a un effet sur à quel point les gens me reconnaissent, justement, à quel point les gens se souviennent de moi. Et du coup, je pense à quel point je crée vraiment de l'attachement et une jauge de crédibilité, tu vois, qui est que, en fait, ce que je fais augmenter, c'est mon engagement moyen ou mon score minimum, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est si je fais un post, au minimum, il fait 150 likes, tu vois. Un peu, ça c'est ton assurance. Voilà, ça c'est l'assurance vie. Donc si je sais pas, si je dis enfin même si moi ou si quelqu'un moi je sais à peu près écrire des posts, mais si tu demandes à quelqu'un d'écrire un post avec ton compte et de mettre une photo de toi, tu sais à peu près que je pense que parce que c'est toi, t'as 150 likes, quoi. Je pense que ça fait à peu près ça, tu vois. Et moi, ça me permet d'évaluer, donc ça c'est les posts qui marchent pas, du coup. Tu vois ça. Le flop pour Mose à la veste, c'est 150 likes. Mais c'est important de l'avoir. D'attachement, tu vois. C'est des likes où les gens ils se sont dit j'aime bien ce qu'elle fait, j'ai liké ce truc-là. Je pense qu'il y a des gens qui lisent même pas, hein, parfois. C'est parce que c'est toi. Mais moi, pour donner de la force à certains créateurs, certaines que j'aime bien, parfois, j'ai juste pas le temps, et donc je les vois, je dis allez, je donne un peu de force, quoi, parce que c'est gratuit et que je sais que ça compte, en fait. Oui, je fais la même chose. Franchement, ça m'arrive, tu vois, de tomber sur des posts, je lis pas, mais je me dis allez, je suis content de le voir ou de la voir. Tu vois, un peu de force, quoi. Allez. Je like. Et je pense que les gens font la même chose, tu vois. Et du coup, ça c'est l'engagement mini, mais je pense que ça t'aide à construire ça. Tu vois, d'une certaine manière, donc à être reconnaissable là-dessus. Ouais, mais c'est important que tu le dises aussi, parce que sur la partie photo, en fait, il est quand même prouvé que, et j'aime pas nous comparer à des produits, tu vois, mais il est prouvé que dans la publicité télé, par exemple,
on dit qu'il faut le voir 7 fois, quoi, ce pot de Nutella pour y penser quand t'es en rayon. Et il y a quand même une affaire de répétition. Et en plus, là, c'est des grosses marques. Mais donc, c'est forcément vrai pour les humains. Mais on pourrait comparer à quelqu'un que, bah oui, on l'a vu 3, 4, 5 fois en soirée, on se souvient de lui. Et bah, je pense que c'est pareil. C'est une question de répétition et de mémorisation à la fin. Et donc, en fait, ça paraît logique que si on se met en photo, on va plus nous mémoriser, quoi. Et je pense qu'il y a une histoire de confiance aussi, tu vois. Enfin, en tout cas, tu le remarques très vite, tu vois, quand t'arrives sur un profil où la photo de profil, oui, il se cache. Tu le vois pas vraiment. En fait, tu vas dire, est-ce que cette personne existe ou c'est qui, tu vois. Et en fait, ça lève, en tout cas, toi, tes signaux internes où tu te dis, j'ai peut-être pas confiance. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de chercher des prestataires, par exemple, pour des TEF. Et c'est vrai que si leur photo, je sais pas qui c'est, tu vois, et qu'il y a aucune photo à un moment dans leur fil d'actualité, je me dis, je sais pas à qui je parle. Et ça, ça peut créer de la méfiance. Alors qu'à l'inverse, quand tu vois beaucoup de photos, oui, tu te dis, cette personne est réelle. En fait, on a tendance à oublier, mais sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est pas comme une boutique en physique où tu vois le vendeur en vrai. Ouais. Là, sur Internet, les gens, ils te connaissent pas. T'es derrière ton écran, il y a plein d'histoires aussi c'est clair. De gens qui n'existent pas et qui surfent sur des fausses identités. Donc, tout élément, en fait, qui peut rassurer et des points gagnés, quoi. Okay. Après, comme je dis souvent, tu vois, pareil à mes clients, c'est un effet de levier qui est utile. C'est pas le seul. Et si la personne est vraiment pas à l'aise à l'idée de se montrer, je pense qu'il y a d'autres moyens, tu vois, de réussir. Ou alors, tu peux aussi, tu vois, souvent, c'est rare que je fasse des portraits vraiment très close-up. Je fais plutôt des portraits de loin, tu vois, je fais plutôt des trucs inspirationnels, tu vois, ça marche aussi, quoi. En fait, chacun a ses limites. Et ouais, parce que je termine sur le chapitre de la photo parce que c'est quand même un sujet, ça peut être à la fois génial et à la fois super casse-gueule si c'est de la mauvaise photo, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la photo, mais moi je trouve aussi que la qualité, le grain, le cadrage, le décor va en dire long sur presque à la fin le prix de la personne, parce que ou le niveau de premiumité, je sais pas comment on dit, de la marque, quoi. Et comment tu t'y prends? Toi, t'as juste un talent pour les photos, ou tu t'y prends d'une certaine manière pour faire des bonnes photos? Parce que en gros, ce que j'aimerais dire, c'est que prendre une photo vite fait avec un téléphone dégueu, en fait, potentiellement, c'est contre-productif. Ce qui est pareil pour la vidéo, d'ailleurs. Faire des vidéos un peu dégueu, c'est pas pareil que faire une vidéo en studio, et juste la forme compte, quoi. Je suis d'accord. Moi, il y a déjà, j'ai un photographe. Ok. Je teste souvent pas mal de photographes aussi pour recommander à mes clients, tu vois. Et du coup, il y a plein de photos sur LinkedIn qui sont prises avec un photographe. Tu vois la différence, en fait, entre celles qui sont prises avec moi, par moi, de moi à moi, tu vois, et celles qui sont prises avec un photographe. Celles qui sont prises par moi, souvent, c'est celles que je mets en newsletter, en fait. Parce qu'en newsletter, pour le coup, j'aime bien avoir cette petite photo. Je la pense plus comme une photo un peu carte postale, tu vois, comme si je l'envoyais et c'est, voilà ce que j'ai fait cette semaine. Je mets un filtre argentique, tu vois, donc c'est un truc vraiment, souvent, tu me vois pas, en fait, je suis de très loin, tu vois, c'est un truc très, très inspi. Et ça m'arrive de réutiliser ces photos-là quand je les aime vraiment bien, qu'elles sont un peu plus close-up sur LinkedIn. Et dans ce cas-là, je pense que là c'est avantage unfair advantage, tu vois, mais en fait j'ai quand même fait 4 ans de mannequinat qui m'ont appris à poser et 2 à voir comment les photographes prennent leurs photos, tu vois. Donc gérer la lumière, gérer le cadrage, ça c'est des choses que j'ai vues, tu vois, j'ai expérimenté pendant 4 ans. Donc forcément, ça je sais faire. Mais après, j'ai fait une newsletter sur un peu les règles basiques, tu vois, qui peuvent aider au moins à pas faire de bêtises. Un truc que, tu vois, si t'es sur iPhone, juste déjà, tu mets les règles, là, les lignes. Ouais. Et t'essayes d'être bien droit. Oui, il y a la règle des tiers, non, sur les photos ou Alors ça, c'est plus l'harmonie. Genre, tu vois, sur ta composition, en fait, si tu vois ton personnage il est au milieu ou est-ce qu'il est effectivement à un croisement de lignes, ça c'est important. Mais après, déjà, tu sais, il y a beaucoup de gens qui prennent leurs photos avec des vues soit trop de bas, soit trop de haut, qui est un peu l'erreur numéro 1. Donc déjà, si tu essayes d'aligner, c'est-à-dire face au mur, tu vois, tu dis, tu as des repères. Là, tu vois, par exemple, on a une ligne là. Si je suis face à ça, il faut que la ligne elle soit alignée avec la ligne, quoi. Si t'es comme ça, tout de suite, déjà, tu prends des risques. Point 1. Point 2, la lumière. Donc, pas en dessous d'une lumière, pas sur le côté non plus. Face, tu vois. Et après, composition, effectivement, t'essayes d'être bien centré. T'es pas trop à droite, trop à gauche, trop, tu vois, voilà. Déjà, là, t'as évité beaucoup d'erreurs.
Merci pour le petit cours de photo. On parlait de mettre des liens tout à l'heure, des lead magnets. Bah voilà, je peux mettre le lien j'irai trouver cette newsletter. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui voudraient creuser sur la photo. Et ok, pour boucler sur ta stratégie, en fait, aussi ce qui est intéressant, c'est que tu peux aborder les mêmes thématiques que quelqu'un, mais que ça soit pas la même chose parce que t'as pas les mêmes convictions. Je voulais revenir sur juste toi, pourquoi tu fais ça. Peut-être que ça vient chercher dans pourquoi t'as switché du social hack club à expert du personal branding. Pourquoi tu fais ça et dans ta com, c'est quoi la conviction, c'est quoi le message que tu veux faire passer, que tu martèles tout le temps quoi. Alors bon, il y a deux choses différentes parce que la raison pour laquelle je fais ça, pour le coup, c'est plus que j'ai spoté une opportunité à un moment, tu vois, où je me suis dit, en fait, le social hack club, je me suis dit ça fonctionnera pas. C'est mort. Et donc il y a un moment je me suis posé la question, c'est quoi la prochaine étape pour moi. Et là j'ai fait une étude en fait de moi à moi-même en disant c'est quoi les points sur lesquels je suis forte, c'est quoi les points sur lesquels on m'a identifié déjà, donc en fait quels sont les assets que j'ai à disposition, tu vois, genre si j'ouvre le frigo il y a quoi comme ingrédients et après où est-ce qu'il y a une opportunité sur le marché. Et je trouve qu'il y a 2-3 ans, tu vois, pour le coup, il n'y a pas trop de personnes qui parlaient personal branding. Enfin, c'était assez nébuleux. Et ça l'est toujours pour beaucoup de monde. Hein. Ça l'est toujours. Il y a de plus en plus de monde. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de monde. Et puis, c'est un mot aujourd'hui sur lequel je trouve que, tu vois, quand j'en parle autour de moi dans la rue, enfin, je parle pas dans la rue comme ça des gens, mais enfin, tu vois, en soirée ou des gens que je rencontre par hasard. Le mot commence à se faire connaître. En tout cas, c'est ce que je remarque. Donc, pour moi, il y avait une tendance croissante sur ce terme-là. Il y avait personne d'identifié. J'avais des compétences. Donc, c'était intéressant pour moi d'aller là-dessus. Et après, quel est moi mon message, tu vois, et quelles sont mes convictions. Je pense que c'est plus, du coup, sur la notion de la personnalité, tu vois, et l'introversion, ou comme ce que tu disais au début, tu vois, et que je suis pas quelqu'un, tu vois, qui va parler excessivement fort. Plus il y a de personnes dans une salle, en général, moins je parle. Je suis pas non plus la plus rapide. Je suis pas celle qui crie le plus fort, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans et qui, du coup, aujourd'hui, ont pas d'espace de prise de parole, alors qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Et du coup, moi, c'est ma conviction là-dessus, c'est de me dire qu'en fait, le personal branding, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est acquis. Et ça fait toute la différence, tu vois. Ça veut dire que, du coup, tu peux le travailler et tu peux être écouté si tu le veux, tu vois. Et c'est pas juste il y a des gens qui naissent comme ça et qui sont écoutés parce que je sais pas, ils sont solaires, extravertis, tu vois, et tout ce qu'on attend en fait de quelqu'un qui normalement est écouté, tu vois. C'est intéressant que tu parles d'introversion, de personnage. Moi je suis plutôt extraverti, mais par contre je suis plutôt lent aussi. Enfin j'ai pas du tout envie d'aller sur parler plus fort, etc. Mais enfin, en tout cas, moi, du coup, j'aime bien le fait que tu sois là et que tu aies un rythme tranquille, parce que ça montre le fait que toi, tu sois là, qu'il y en ait qui réussissent comme ça, ça montre que c'est possible, parce que c'est vrai que sinon, ça peut faire flipper, tu vois. Tous ceux qui sont très bons aussi, hein, il y en a que j'adore, hein, qui font, il y a ton ami Thibault Louis, qui est sur 2 ou 3 posts par jour, il est très fort, parce qu'en plus, c'est toujours du super contenu. Autant il y en a, ils postent de la merde parce qu'ils font beaucoup de contenu, je trouve pas dans son cas. Mais ça met la pression, je trouve. Et voilà, c'est cool de savoir qu'il y a plusieurs chemins. Et toi, justement, alors tu partages que t'es introverti. Je voulais savoir comment tu gères, parce qu'il y a la partie de création de contenu. Ok, t'es introverti, t'as des choses aussi à dire. L'écriture, c'est un super biais aussi pour y aller. Newsletter, LinkedIn, très bien. Mais il y a une partie sociale du réseau social. Et pour développer une audience, il y a quand même, j'ai l'impression, peut-être une fausse impression, mais qu'il y a un travail de réseau à faire dans les interactions, dans la réponse aux sollicitations, dans des commentaires, dans des messages. Comment tu gères les sollicitations ? Parce que moi, j'en ai déjà beaucoup j'ai une audience de bientôt 17 000 personnes, ce qui est pas, j'ai déjà beaucoup de sollicitations et je suis extraverti pourtant, donc c'est ok, mais parfois c'est relou. Enfin, c'est dur à gérer de se dire, mince, là, j'ai pas répondu. Enfin, je me mets de la charge mentale pour rien. Et comment tu fais toi, quoi, avec une audience de ouf et en étant introverti ? Ouais, c'est une bonne question parce que effectivement, c'est la partie moi qui me représente le plus de charge mentale, tu vois. Étonnamment, créer du contenu, tu vois, ça t'es tout seul dans ton coin, donc ça va. Mais après, devoir interagir, c'est compliqué. Alors il y a deux choses que j'ai mis en place. La première déjà, c'est que étonnamment, je trouve que je suis pas tellement plus sollicitée
avec 80 000 personnes que avec 40 000 ou 30 000. Ok. Et les sollicitations changent, en fait, tu vois. Je pense que, en fait, quand t'es je sais pas, je pense 15 000, 17 000, tu vois, il y a beaucoup de gens qui te demandent ton avis, par exemple, ou qui veulent des conseils gratuits. Ou des services, parfois. Voilà, ou des services, tu vois, ou des trucs comme ça. Ce que, en fait, je pense que quand tu passes une certaine... plus tu montes, moins il y a de gens qui osent venir te parler aussi, tu vois. Tu sais, on dit... Enfin, je sais pas si Macron, tu vois, il reçoit beaucoup de messages sur son... Ouais, non, mais t'as raison. Après, il doit y avoir... Ça Ouais. doit faire un peu barrière, effet repoussoir aussi. Bon, il va de toute manière pas me répondre, donc je vais pas... C'est ça, je pense qu'il y a Ok. beaucoup de gens, tu vois, à qui ça fait ça. Et donc t'as deux types, tu vois, qui te contactent. T'as soit ceux qui ont pas vu, Ok. tu vois, ou je sais pas, qui se disent ouais, qui ne tentent rien à rien, tu vois, qui tentent des trucs. Ceux qui te prospectent sur Ouais, une prestation tu vois, de personal branding, par exemple. Ah oui, Ou ça, de- j'en ai. Parce Ça, que j'en moi, ai. ça, j'en ai aussi, et Ouais, c'est ouais. génial, je sais C'est pas. très drôle. Ouais, c'est très drôle. Et... Donc les trucs, tu vois, qui semblent un peu involontaires, ou ceux qui sont très qualifiés, qui ont qui ont vraiment réfléchi, tu vois, à leur message et qui t'envoient quelque chose de mûrement réfléchi, etc. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que en fait, justement, moi je me suis dit, en fait, je pense que le nombre de sollicitations dépend aussi de l'image que tu renvoies, tu vois, et de Oui. à quel point t'es quelqu'un qui est perçu comme accessible ou non. Je pense que, par exemple, Valentine Soda ou Amandine Barthes, tu Ouais. vois, elles ont des profils qui, je trouve, sont hyper accessibles. Tu vois, elles surfent beaucoup sur le côté très sympa, elles répondent à tous leurs commentaires, tu vois. Et je pense que elles, leur DM, pour le coup, ça doit être un truc, à mon avis, elles doivent avoir une demande qui explose, tu vois. Et moi, je me suis positionnée plutôt sur l'inverse, tu vois. Je me suis dit, en fait, j'ai pas spécialement... Je réponds à personne. Non, mais j'ai pas, justement, pour moi, c'est un peu l'angoisse, donc c'est un truc auquel j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, j'ai pas envie d'être perçue comme accessible, parce que j'arriverais pas à répondre à ça, en fait. Donc là, on parle vrai, tu vois. si on est sur LinkedIn, on parle des messages, des commentaires, Ouais, par exemple, ou même, tu vois, c'est con, mais sourire sur les photos, je souris peu, en fait, en photo, Ok, tu vois. c'est fait exprès. Je pense que ça joue. Ok. Je pense que ça joue, on se dit, ok, celle-là, elle est plus sérieuse, tu vois. Je mets pas On n'est d'emoji. pas là, on va pas déconner avec elle. On va pas... Alors que si, peut-être en vrai, mais... En vrai, on déconne, mais je veux pas... je me protège en tout cas de cette manière-là, tu vois, où je mets pas d'emoji, je fais pas de blagues dans mes contenus non plus, tu vois, il y a tout un tas en fait de champs lexicaux ou de leviers justement que j'utilise pas, quand tu me compares avec une Valentine Soda ou une Amandine Barthes, même tu vois sur leur image de marque, elles ont des couleurs qui sont beaucoup plus chaleureuses que moi j'ai pas, tu vois. Donc ça je pense ça joue aussi. Mais du coup, tu as fait le choix, au-delà des signaux faibles que tu envoies dans ta com, ouais. Par exemple le jeu des commentaires, des messages, etc., tu as fait le choix de pas répondre à tout le monde. Bon, en fait, je reste 30 minutes après un post et... Enfin, je poste, je reste 30 minutes, je réponds et après, j'y vais plus. Ok, alors, ça c'est intéressant. J'ai même enlevé les notifications pour tout te dire. Donc, en fait, je sais même pas, tu vois, ce qui se passe sur mon LinkedIn. Enfin, mais je pense que c'est plus important de protéger, tu vois, ta santé mentale à ce niveau-là que de jouer le jeu des commentaires, tu vois. Genre, je perds peut-être un petit peu. D'engagement de cette manière-là. Mais pour moi, le coût, il est moins important que le bénéfice, en fait, à avoir la paix. Et du coup, qui m'aide, je pense, à jouer ce jeu, justement, de garder le rythme, tu vois, d'être toujours là, malgré tout, en fait, et de durer sur le long terme. Ok. Donc, voilà. Et après, le troisième point, c'est que, en fait, j'ai quelqu'un qui gère. Le petit secret. Peut-être pas depuis le début, mais... Pas depuis le début, mais c'est la première chose que j'ai déléguée. Alors en réalité, il y a eu 2 étapes à ça. La première, c'était que moi j'ai fait des templates de réponses. D'accord. Parce que quand tu as un gros volume de messages, tu te rends compte que les demandes sont finalement assez souvent similaires, tu vois, tes réponses aussi. Et du coup, j'ai au moins 30 templates de réponses pour toute situation, tu vois, que ce soit oui event, non event, oui pour un call, non pour un call. Oui pour un conseil, non pour un conseil, tu vois, ou etc. Okay. Et là aujourd'hui j'ai quelqu'un qui envoie ces templates à ma place, quoi. Ça c'est dans la messagerie LinkedIn. Ouais, mais aussi les emails en fait. Et aussi les emails. Ouais. Ok. Messagerie LinkedIn, email, commentaires, donc j'y réponds 30 minutes. Et la personne ne répond pas aux commentaires par contre avec ton compte? Non, parce que alors le problème de ça c'est que en vrai si je pouvais, je pense que je le ferais.
de déléguer cette partie-là. Parce que je pense que souvent, en plus, je réponds des trucs un peu simples, tu vois. Je réponds des merci beaucoup. Ouais. Je suis pas la plus créative en commentaire, donc voilà. Mais le problème étant que, en fait, comme j'arrive pas à poster de manière régulière, genre sur un horaire précis, tu vois, et que j'ai 0 avance sur mes contenus, en fait, je peux pas, tu vois, je peux pas avoir quelqu'un qui est à la minute et lui dire, bah vas-y, j'ai fait mon post, est-ce que tu peux répondre avec mes commentaires maintenant? Ça se délègue moins facilement. Il faudrait que je systémise. Mais t'as raison, il y a le timing. Et moi, j'ai pas cette capacité-là, donc du coup, j'y réponds. Mais ok, mais merci de dire ça. En tout cas, moi, je trouve c'est fort ce que tu fais parce que autant, moi, ça m'inspire beaucoup. J'essaie en tout cas d'être sur un tempo qui est le mien. Et depuis le début, et au début c'était dur, je me disais faudrait peut-être que je fasse plus, et finalement j'ai accepté, tant pis je me mets sur mon tempo, parfois je suis pas là, je suis lent, je vais sur un rythme qui est pas énorme par rapport à d'autres, et finalement ça se passe très bien, ça va à mon rythme. Par contre sur la partie message, commentaire, j'arrive pas à me rendre inaccessible. En fait il y a ce truc du coup t'es ok avec le fait que les gens peut-être des gens t'en veuillent ou disent elle me snob ou autre quoi. T'as jamais eu le cas de clients ou de gens un peu proches ou qui te disent ça fait 3 fois que je t'écris, tu me réponds pas, parce qu'en fait c'était juste après les 30 minutes et parce que ça peut impacter l'image quand même aussi. Si, je pense que en fait je pense que justement c'est assez clair, tu vois, que ce soit dans les posts, enfin tu vois dans le texte ou dans l'image, que c'est pas attendu de moi. Ouais. Tu vois, c'est là où pour moi genre, la notion d'image elle joue, et tu vois que je te disais c'était le deuxième point que j'avais travaillé, où une Valentine Soda, je pense que les gens sont beaucoup plus vexés si elle répond pas que si moi je réponds pas. Moi, on doit se dire ah oui, elle a pas eu le temps, ou tu vois. Enfin, voilà en fait. Et puis après, oui, en fait, je suis ok avec ça. Si tu veux, genre au tout début, j'ai fait l'erreur de répondre. Je répondais à tous les messages, je me mettais énormément de pression justement à répondre à tout. Et puis j'essayais toujours de répondre positivement. Et en fait, je me prenais le chou, tu vois, à essayer de répondre vraiment à même quand je disais non, tu vois, à pas vexer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je vexais quand même certaines personnes. Enfin, et à l'inverse, tu vois, il y avait des gens vraiment qui m'écrivaient en me disant, voilà, je suis vexée, là, alors que j'avais mis beaucoup d'efforts, tu vois. Et je me suis dit, en fait, tu peux pas éviter ce pourcentage-là de gens mécontents. De toute façon. Donc, à quel point tu vois, t'es prêt à te battre, du coup, pour ça. Et je pense que, tu vois, pour moi, ça crée peu de valeur. C'est à nouveau, la même question, tu vois, qu'est-ce que ça te coûte, qu'est-ce que ça te rapporte? Et qu'est-ce que ça te coûte et qu'est-ce que ça te rapporte de pas le faire. Et je pense que moi, ça me rapporte plus de pas le faire que ça ne me coûte de le faire. Enfin, de pas le faire. Pardon. Non, mais très clair sur l'utilité marginale. Voilà, c'est ça. Il y a un terme pour ça que j'ai oublié. Mais oui, c'est. Moi, je suis ok. Et puis après, la deuxième chose, je suis même ok de louper des affaires, tu vois, pour le coup. C'est vrai, t'en as déjà raté. Moi, j'en ai raté une là pendant j'ai mis un énorme vent au DG, fondateur d'une grosse boîte. C'était le lendemain de la naissance de ma fille. Pendant 15 jours, je lui ai pas répondu, et je pense que du coup, il est vexé parce que je lui ai dit, salut, j'étais pas là. Ouais, c'est ça, c'est possible. Moi, il y a des trucs comme ça que j'ai loupé, quoi. Franchement, j'ai loupé, mais je me dis, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Ok. Ok, mais ça fait du bien aussi d'entendre ça parce que pour le coup, il y a c'est sûr que c'est efficace parce que c'est humain. On parle du biais de réciprocité depuis tout à l'heure, qui est un des fondamentaux de la psychologie humaine. C'est tu aides les gens, ils vont t'aider. Tu réponds aux gens, ils vont plus te répondre, etc. Donc je trouve que c'est super dur de se dire ok, pour me protéger, vu que ce biais de réciprocité, plus il y a de monde, plus c'est un gouffre infini de temps. Il y a un moment, je dis stop. Et voilà. Et on est sur les réseaux sociaux. Le sujet de la santé mentale, il est important. Donc c'est cool de savoir qu'il est possible de se mettre des barrières et quand même d'y arriver. Ça t'a pas non plus, ça va pas tuer ton business ni ton audience. Donc t'es la preuve vivante que ça marche. C'est cool. Ouais. Et c'est cohérent avec tout le reste en fait. Tu te mets des limites, tu t'y tiens et pas de compromis quoi. Ouais. Et tu vois justement ce que je trouve intéressant quand tu dis le biais de réciprocité, c'est vrai que c'est effectivement ça, mais tu vois on l'a beaucoup associé en fait aux commentaires et aux messages et donc à la présence immédiate. Tu vois qui est un truc. Enfin. Je rappelle quand même qu'il y a des années, tu vois, on envoyait, enfin moi j'ai grandi, j'envoyais un SMS, j'étais limitée en termes de SMS que je pouvais envoyer, tu vois. On comptait les caractères. Et bon, tu vois, on est dans un univers où c'était ok, et si la personne ne répondait pas, on se disait elle a plus de SMS dispo, tu vois, on se formalisait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, genre un message non répondu, non vu est une offense, mais tu vois, ça n'a pas toujours été le cas, et en fait, pourtant le biais de réciprocité, lui, il a toujours existé, et donc ça veut dire qu'il peut être répondu par d'autres moyens. Et je pense qu'on oublie que, mine de rien, le contenu qu'on crée, il a de la valeur ajoutée, tu vois. Et en fait, tu vois, tu partages quand même quelque chose.
à la personne. Donc tu envoies de la valeur et puis après, lui de voir s'il a envie de le faire en retour ou pas, tu vois. Ouais. Mais tous les contenus qu'on crée sont engageants de cette manière-là. C'est 100% vrai ce que tu dis et aussi sur le biais de réciprocité et la partie qui existait déjà, et cette partie-là, cet effet pervers de l'instantanéité, c'est que j'avais écouté un podcast avec un psychologue qui parlait de l'effet pervers de l'attente que créent les messages instantanés maintenant. Il disait qu'en fait, ils avaient fait des études et que, par exemple, sur WhatsApp, donc là, on parle de LinkedIn, en fait, même si t'aimes très fort une personne, il est prouvé que au bout de 2 heures, s'il n'y a pas eu de réponse à un message, tu en veux à la personne, quoi. Ouais. Et c'est terrible, parce que là, on parle même pas de gens d'un réseau ou d'une audience. Ouais. C'est même les personnes proches. On est câblé comme ça. Comme on sait que c'est possible de répondre vite, s'il n'y a pas eu de réponse en 2 heures, on commence à nourrir, en tout cas, des sentiments négatifs à l'égard d'une personne. Ça, je trouve ça terrible. Et j'essaie dans ma vie de cultiver, d'éduquer les gens sur le fait que je réponds pas tout de suite, etc. Mais c'est super dur. C'est un vrai problème. En fait, je pense qu'il faut le faire tout de suite, mais tu vois, dans la vie perso, je le fais aussi. Hein. Ouais, en fait, moi, j'ai mis mon portable en ne pas déranger H24. Donc, du coup, et j'ai 0 notification. Donc, en fait, à moins que j'aille sur le WhatsApp ou le Messenger, etc., je vois pas le message. Et il y a des messages auxquels je réponds pas pendant 1 jour, 2 jours. Les gens savent. Ouais, en fait, au début, j'étais pas du tout comme ça, mais c'est vrai que après, tu te forces à être comme ça, et puis en fait, les gens comprennent, tu vois. Puis ils s'adaptent, et puis tu vois, tu dis désolé, mais si toi t'es ok avec, en fait, et que t'assumes, oui. Voilà quoi. Mais même ma mère, tu vois, je lui réponds pas, je lui dis écoute, je te répondrai un autre jour. Et bon, elle sait maintenant, elle prévoit, ou tu vois, si elle veut vraiment une réponse, il y a des moyens. En fait, si vraiment c'est urgent, il y a des moyens d'atteindre, tu vois. C'est clair. Merci de partager tout ça. Il y a un de tes posts que j'ai bien aimé récemment. Tu disais, petit rappel, chaque personne qui réussit, derrière chaque personne qui réussit se cache une série d'échecs. Vous ne les avez juste pas vus. Toi, c'est quoi ton plus gros échec jusqu'à maintenant, depuis que tu fais du personal branding? Allez, depuis le Social Hack Club où t'as dit, ça marchait pas, c'était un échec. Ouais. Est-ce que t'en as eu d'autres qu'on n'a pas vu du coup? Alors, pas vu. Alors, moi, ce que j'aimais bien dans ce post, c'était la notion de série, déjà, de se dire qu'en fait, t'avais plein de petits échecs, justement, au quotidien, ce que j'aimais bien. Et donc, il y a plein de petits échecs que je partage pas au quotidien, tu vois. Par exemple, les difficultés que je peux avoir avec les clients, tu vois, ça, j'en parle pas, mais ça fait partie. Dans les échecs là, notoires, j'ai eu, pour la première fois, j'ai remboursé une client. Ok. Donc, ça, pour moi, c'était... premier échec, tu vois, pourcentage, ça y est, j'ai le 1% de rembourser, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai des merdes, tu vois, un peu comme tout le monde, hein, administratives, de trucs qui fonctionnent pas. Et je pense qu'après, le plus gros, pour répondre à ta question, c'est le livre que j'ai pas fait, quoi. Mais oui, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu as partagé publiquement que t'allais le faire et t'as partagé publiquement que tu le faisais pas. Je me souviens. Oui. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, j'en ai parlé. J'en ai parlé, quoi. Ouais. En fait, je parle quand même pas. D'ailleurs, j'ai une newsletter sur pourquoi il faut parler de ses échecs, tu vois. J'en parle quand même pas mal. Mais c'est un truc qui est assez fort chez toi. C'est vrai qu'en fait, tu le dis souvent. Là, je me suis planté. Ouais. Et c'est pas si facile, en fait, mais le dire publiquement. Je trouve que déjà, il y a une plus-value, tu vois, c'est t'exorcises ton truc et tu fais la paix avec, tu vois. Et t'apprends à regarder même ce que tu vois comme un échec, comme quelque chose de positif. Et tu vois, tu te forces à en tirer des leçons aussi. Donc, même pour toi et la perception, la manière dont tu le vois, tu vois, je pense que ça aide beaucoup. Et tu vois, d'ailleurs, par exemple, même si le livre en soi, par exemple, l'impact est beaucoup plus gros que la cliente que j'ai remboursée, eh bien, je ressens moins le livre comme un échec parce que j'ai écrit une newsletter là-dessus, que en fait, j'ai traversé le truc, que du coup, j'ai vu plein de leçons, tu vois, que l'histoire du remboursement où là, j'en ai pas parlé. Et du coup, j'ai pas fait ce travail-là, tu vois. Alors que je pense que si je l'avais fait, je le verrais peut-être comme ça aussi, tu vois, ou les flops dont j'ai parlé aussi, tu vois, c'est pareil. Oui, c'est vrai que parfois tu parlais de... Alors, tout le monde a honte de faire un flop et toi, t'en parles, quoi. En fait, salut les gars, au cas où vous l'auriez pas vu, j'ai fait un énorme flop. Hein. Je me dis, il y a des leçons intéressantes à tirer, tu vois, dans tout. Donc, ceux dont je parle pas, c'est peut-être plus les échecs personnels, tu vois, ou les trucs... Tout échec n'est pas... bon à être livré sur la place publique. Hein. Ou les trucs au quotidien. Mais c'est pour ça que j'aimais bien cette notion de série, en fait, et de se dire que
t'as l'impression, tu vois, que tout réussit à la personne, et alors qu'en fait, il y a probablement plein d'obstacles qui se sont présentés en chemin. Bah, de l'extérieur, souvent, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit surtout les réussites et c'est surtout l'impression qui se dégage. Toi, quand même, globalement, il y a une belle réussite sur la construction de l'autorité, la construction de l'audience, le fait d'être identifié sur Superforte en personal branding, et rétrospectivement sur toi, sur ta stratégie. C'est quoi les décisions, les meilleures décisions que t'es prises, tu vois, qui ont fait la diff sur ça m'a aidé à construire cette autorité, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé des photos, mais il y en a peut-être d'autres. Bah, les photos, en tout cas, je pense que ça en a fait partie, parce qu'effectivement, j'avais été une des premières, tu vois, à faire ce move, et du coup, j'ai eu le first mover advantage, tu vois. Je pense que c'est pareil de me positionner sur le personal branding, tu vois. J'ai eu le first mover advantage aussi. Et après, la newsletter. En vrai, c'était pas évident de lancer une newsletter sur le sujet du personal branding, tu vois. Mais je pense que là, aujourd'hui, tu vois, il y a je sais même plus à quel numéro je suis, à 123, je pense, 123 newsletters. Ouais. Ben, ça se rattrape difficilement. C'est pas quelque chose de... Tu vois. Ouais, on peut pas en 2 jours le rattraper. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, quoi. Ouais. Donc, en fait, n'importe qui se lance sur le sujet aujourd'hui, il doit rattraper ça d'abord, tu vois. Ouais, 123 newsletters, plus de 18 000 personnes. Ouais. Sur un sujet niche, c'est balèze. Merci. Franchement, bravo pour ça, parce que c'est big. Et ok, la newsletter, la photo et le move que j'ai fait de me positionner sur le personal branding. Donc, à ce moment-là, d'avoir bien identifié qu'est-ce qui était pas exploité, en fait. Et la photo, c'est la même réflexion, tu vois. C'était qu'est-ce qui était pas exploité, en fait. À l'époque, où sur LinkedIn, il y avait que du texte, effectivement, mais je m'étais dit, je sais pas, j'avais cette intuition, tu vois, que ça pouvait fonctionner. Ouais. Et je pense, tu vois, sur la question que tu me posais au tout début, tu vois, comment tu fais pour être remarquable. Et je te disais que déjà, il y avait la notion d'être remarqué. Il y a la question de comment tu fais pour être différent, tu vois. Mais différent positivement, tu vois, parce que effectivement, tu te balades, par exemple, tu te balades dans la rue, tu mets un chapeau avec une grenouille dessus, tu te fais remarquer, tu vois. Mais est-ce que tu te fais remarquer positivement ? Ça dépend. Bon, ça dépend. T'as toujours un risque à prendre au début, tu vois. Les photos, je savais pas. Peut-être que ça se trouve, ça aurait pas été le cas. Okay. Donc, t'as forcément un moment, un petit test à faire. Mais en tout cas, ça m'a servi. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir cette réflexion, tu vois, de qu'est-ce qui se fait pas, en fait, aujourd'hui. Ok. Et où est-ce qu'il y a une place à prendre, Ok. Et intéressant. C'est super dur d'être le nez dans le guidon, d'être en action et en même temps... Tu regardes, enfin, comment tu fais pour faire ça? Tu regardes ailleurs, tu regardes aux US, tu t'inspires ailleurs, parce que c'est super dur de relever la tête, tu vois, pour détecter les petits signaux faibles, les petites tendances. Tu regardes d'autres réseaux sociaux? Ouais, moi je m'inspire beaucoup je sors beaucoup en fait, je surfe le moins possible sur LinkedIn, au final, tu vois. J'y vais peu. Et je vais surtout regarder des contenus qui n'ont rien à voir, tu vois. Je vais sur d'autres réseaux, je vais regarder sur YouTube, je vais regarder sur tu vois, la photo, ça marchait sur Insta, en fait. Donc, je me disais, pourquoi pas tu vois. Là, aujourd'hui, c'est la vidéo qui arrive sur LinkedIn. C'est pareil, ça marche sur TikTok. Pourquoi pas, tu vois, sur LinkedIn. Donc, je lis beaucoup de livres. Et ouais, forcément, je suis des gens aux US, mais parce qu'après... c'est juste qu'ils sont, c'est les meilleurs, en fait, sur le sujet. Ils sont clairement en avance. En fait, quand tu regardes tous les experts de n'importe quel domaine, en général, ils se trouvent là-bas, tu vois. Et t'as des personnes en particulier qui t'inspirent aux US, que tu recommanderais de regarder ou suivre? Après, j'en parle tout le temps, tu vois. Mais Austin Kleon, pour moi, c'est, je sais pas, j'adore ce qu'il fait, tu vois, ses livres, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien sur la création de contenu. Seth Godin aussi. Et après, ce que j'aime beaucoup avec les deux, c'est qu'ils ont des blogs. Et moi, je me balade beaucoup sur leur blog ou sur leur Tumblr, tu vois. Même à lire, même leur newsletter, tu vois, la newsletter d'Austin Kleon, il partage, en fait, ce qui lui l'inspire. Et ça m'arrive souvent d'aller regarder ce qui lui l'inspire, lui, tu vois. Parce que, d'ailleurs, c'est lui-même qui a partagé ça dans son livre, en fait, qui disait, si tu veux suivre la même tracée un peu que quelqu'un, il faut pas copier forcément ce qu'il fait, mais il faut lire les mêmes contenus que lui lit, tu vois. S'inspirer des mêmes choses, quoi. Et là, en fait, tu peux avoir une idée de comment il pense, effectivement, tu vois. Alors que si t'essayes juste de recopier le produit fini,
tu ne fais qu'une pâle copie, tu vois. Alors C'est que clair. si tu reproduis la manière de penser, donc en t'inspirant des mêmes choses, là, tu vas infuser toi différemment. Tu vas arriver au même niveau, mais à ta manière, tu vois. Tu vas te faire ton. Ouais, non, mais c'est trop important et je pense que là, on parlait de création de contenu tout à l'heure, mais la consommation de contenu est super importante. À un moment donné, ce qui sort, ça dépend aussi de ce qui est rentré en termes de consommation de contenu et le danger. Ouais, la France, en fait, c'est tout petit et le fait de regarder que l'écosystème franco-français, c'est le meilleur moyen de niveler, enfin, de baisser, quoi, en termes de niveau. Tu tournes en rond, en fait, surtout. Il y a un moment où faut quand même mettre toujours un petit peu de la nouveauté, tu vois, et puis après, moi, de temps en temps, en fait, justement, je me repose un petit peu et je me demande, en fait, voilà, je reviens à c'est quoi les maxi questions auxquelles j'essaie de répondre, tu vois. Qu'est-ce qui m'excite toujours, qu'est-ce qui me rend toujours curieuse aussi. Et j'essaie de trouver les réponses, tu vois. Mais parfois, je vais regarder des trucs vraiment qui n'ont rien à voir. Tu sais, je lis des BD, je regarde des... Enfin, c'est vrai, mais... c'est important. Parce que, ouais, tu fais un peu le tour du patelin, tu vas super loin, et après, tu reviens à ton sujet, mais c'est différent. Ouais, mais même, moi, pour les livres business, c'est super, mais parfois aussi, pour se détendre et avoir des nouvelles idées, il y a rien de mieux que de lire un bon roman, un truc qui a rien à voir avec le business aussi, hein. Ouais. Pour voyager un peu dans sa tête, quoi. Ouais, c'est ça. Tu parlais justement de rester curieuse, rester motivée. Ça fait quand même, en fait, ça fait pas 3, ça fait 4 ans. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, que t'es là, que t'es super, que t'es présente, que t'es motivée. Comment tu fais pour rester motivée, pour pas lâcher? Parce qu'il y a un moment, on sait tous quand on crée du contenu que la motivation, elle est fluctuante. Il y a peut-être une discipline qui est importante pour pas lâcher. Comment tu fais, toi? Ouais. Je reste pas motivée, en fait, hein, déjà. Ouais. Je pense que ça, faut faire la paix avec ça. Je pense que c'est la première chose. C'est accepter que, non, il y a des moments où t'es pas motivé, quoi. Il y a des moments où j'ai clairement la flemme, j'ai pas du tout envie de le faire. Tout m'ennuie, tu vois, et c'est l'enfer, quoi. Ces moments-là, en général, j'en parle. Dans ma newsletter, j'en ai parlé, en fait, et j'en ai fait des contenus, tu vois. Et je me dis, comment je fais pour traverser ces périodes-là? Et tu vois, ça devient un sujet, en fait. Et du coup, j'accompagne ce que je vis. Donc, au moins, je me dis, c'est pas mal. Après, moi, j'ai trouvé un moyen, tu vois, vraiment de... en fait, c'est-à-dire que peu importe ce que je vis, je trouve un moyen de le lier à mon sujet, tu vois. Je sais pas si ça pourrait se faire aussi avec d'autres métiers. Je pense que oui, quand même. Je pense que tu as toujours un moyen de faire un pont. Et c'est là que vient la créativité, tu vois. Par exemple, tu vois, si t'es démotivé en business, dans l'entrepreneuriat, tu pourrais aussi en parler, tu vois. Ce serait quand même intéressant pour ta communauté. Si t'es démotivé je sais pas, t'es dentiste, tu vois, je pense que tu pourrais quand même en parler, tu vois, si t'as envie d'améliorer cette science, etc. Bon, bref, en tout cas, voilà, parler déjà de ce que je vis. Et deuxième chose, depuis... Alors, premier truc dont je me suis rendu compte, effectivement, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a la créativité, qui, elle, est hyper fluctuante, tu vois, qui est un peu liée à la motivation, effectivement. T'as vraiment des hauts, des bas. Il y a des choses, quand même, qui vont l'aider, notamment avoir des hobbies, être relaxé, avoir des moments où tu t'ennuies, tu vois, lire des contenus qui te stimulent, tu vois, ça aide. Mais même en faisant tout ça, t'as forcément des fluctuations. Ouais. Ça, c'est le point 1. Point 2, la ligne 2, c'est la productivité. Et celle-là, elle varie aussi, je trouve, tu vois. Moi, j'ai des moments où j'ai des boosts. Et aujourd'hui, en fait, j'apprends à tirer parti de ces boosts. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, quand ils sont là, je les apprécie et je me dis, OK, vas-y, là, je me fais un espèce de stock, tu vois. Et je le vois sur mon Notion qu'il y a des moments où... si tu regardes les dates auxquelles j'ai créé des fiches idées, tu vois, en fait, souvent, elles sont concentrées sur un mois ou une semaine, tu vois, et après, il se passe rien, et après, ça revient à nouveau. Donc, je profite de ces moments-là, en fait, où vraiment, j'ai plein d'idées, et j'essaie de créer un maximum de trucs, et du coup, je me fais un espèce de petit stock, tu vois, un minimum. Ouais. En fait, j'ai quand même beaucoup d'idées, beaucoup de trucs qui vont émerger, de telle sorte à ce que les périodes où j'ai moins de productivité, et bien là, en fait, j'ai du travail qui est déjà pré-mâché, tu vois. Et là, effectivement, ça devient de la discipline. C'est-à-dire que tu te dis, bon, OK, là, j'ai 1 heure devant moi, il faut que je fasse un post. Ça va pas être le post de ma vie. Moi, je me dis ça, j'abandonne cet objectif-là. En fait, je me dis, il faut juste que je fasse un post, tu vois. Et en fait, je fais les posts qui sont les plus faciles pour moi à faire. Et pour moi, les posts les plus faciles pour moi à faire, c'est les posts techniques, copywriting.
Ok. Donc, toutes les fois où j'ai sorti des posts techniques copywriting, tu pourrais les regarder, tu peux te dire. La mode, elle est pas du tout motivée en ce moment, quoi. C'est que c'est des moments, alors parfois, non, mais souvent, ça va être lié, Ouais. enfin, ça va être ça, tu vois. C'est ce que j'appelle moi un peu mes posts refuges, tu vois, c'est les trucs que je fais le plus facilement. Ok. Souvent, j'ai des ressources là-dessus, tu vois, je peux aller piocher dans mes newsletters, Oui. t'as plein de contenus existants, tu te dis, tiens, ça fait longtemps, ça, j'en ai jamais parlé, ou, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, ou, T'as un template favori? Tu parlais de sujet refuge. T'as une forme, un format, un template refuge ou pas? Pas spécialement, non. Non, pas spécialement, parce que sur les sujets copywriting ou technique, tu vois, ça varie un peu, Ouais. le template. Et je le fais évoluer. Non, j'aime bien trouver des trucs nouveaux, tu vois. Ouais. Ça m'ennuie si je suis trop sur les mêmes. Voilà, donc un peu refuge, sujet refuge. Pour certaines personnes, effectivement, c'est une template, tu vois, qui va les aider et qui va faire office de refuge. Et puis après, t'es reparti, quoi. Ouais. Ce qui, effectivement, nous amène à la troisième ligne, donc qui est la ligne de la publication, où là, t'as l'impression que tout ça est très rythmé, tout ça est une constante, alors que ça ne l'est pas, tu vois. Mais, Ouais. en tout cas, ça me permet de publier toutes les 2 fois par semaine, alors que je suis pas motivée, et alors que ça se passe pas bien, ou que ça se passe bien, tu vois. C'est comme en sport, tu lisses l'effort. Il y a des moments où il y a des moments de récupération, il y a des moments d'accélération et ok, mais merci pour le partage parce que ça confirme en tout cas moi ce que j'observe de moi ma pratique et de beaucoup de créateurs de contenu qui est que chacun a son organisation et visiblement j'entends en fait que t'as pas forcément de poste d'avance. Non. En revanche, par contre, tu pars jamais d'une page blanche dans le sens où tes idées elles sont là et tu attends pas de poster pour générer des idées. T'es en génération d'idées permanente. Tu notes toujours toutes tes idées et c'est un réflexe. En fait, je crois que j'ai pas vu une personne qui crée du contenu qui faisait pas ça à un moment donné. C'est-à-dire, je lisse mes idées quand je les ai. Moi, c'est quand je cours, c'est quand je suis sous la douche, c'est jamais quand je suis face à mon bureau. Et ce qui fait que, effectivement, même moi, quand je repars, quand je dois écrire un post, mais je pars jamais de zéro. J'ai une liste de 150 idées et je vais piocher dans celui qui m'inspire ou celui qui a l'air le plus simple. Là, maintenant, je me dis, celui-là, je le sens bien. Là, il y a moins de taf que l'autre qui a l'air un peu complexe et j'y vais, quoi. Ouais, c'est ça. Parfois, les idées, il faut le laisser le temps, un peu les explorer, tu vois. Et moi, en fait, ce que je fais souvent, donc j'ai 1 heure, tu vois, où je me dis, ok, là, je crée du contenu. Ok, tu te bloques 1 heure. Ouais, je me bloque 1 heure. Et sur ce temps-là, en fait, souvent, je travaille sur plusieurs posts en même temps. Ok. Tu vois, il y a un post où là, je vais me dire, tiens, cette idée-là, et en fait, ça va se croiser avec une autre, tu vois, et du coup, je le complète un peu. Puis après, je me dis, non, en fait, j'ai pas l'inspi plus que ça. Et donc, je passe à un autre. Et donc, je complète comme ça, en fait, plein de posts. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment de post fini parfait. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai peut-être un petit backlog, tu vois, avec 4-5 posts dedans, mais ils sont pas... Ouais, tu les posterais pas comme ça, quoi. Non, en fait, je pense que j'aimerais bien. Ou alors, je me dis, c'est pas le moment. Ou, tu vois, donc, j'attends de le regarder quand même encore une fois. Et du coup, le jour où je publie, je prends un peu... alors, soit je suis dans une phase de créativité et j'en ponds un, en fait. Voilà. Soit je prends celui qui est le plus fini, tu vois, qui m'a l'air le plus facile à faire, quoi. C'est un peu ça. C'est rassurant de savoir que toi aussi, t'as tes baisses et que tu fonctionnes avec ton propre système. Mais il y a un truc on parlait, bon là il y a la partie créativité et puis il y a la partie être sur LinkedIn. Il y a un truc qui t'énerve toi sur les réseaux? Qu'est-ce qui t'énerve? Comment on fait pour énerver Maud? Comment on fait pour énerver Maud, hein, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Je pense que... mais c'est pas dans les messages privés, je pense que ceux qui m'écrivent pour me prospecter sur le personal branding, par exemple, tu vois, j'en sais, ça fait partie des choses qui m'énervent beaucoup. Enfin, la prospection qui est mal ciblée. Et après, je devrais peut-être pas l'avouer, mais les contenus, en fait, où je sais que ça c'est pris de moi, tu vois. Ah, ok, Ça, les pâles copies. Oui, et en même temps, tu vois, je sais que ça fait partie du processus. Je sais que moi aussi, alors j'ai jamais, parce que j'en ai vu qui étaient vraiment des copies-collées, tu vois. J'ai jamais fait ça. Je me suis déjà inspirée fortement, tu vois, de contenu des autres. Mais en fait, j'en vois de plus en plus, forcément, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça a tendance à m'énerver. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu une citation qui m'a rassurée là-dessus. Je saurais pas te dire de qui c'est, mais le mec disait ne vous souciez pas d'être copié. Souciez-vous quand les gens arrêtent de vous copier. Et en fait, ça m'a un peu mis la paix là-dessus. Je me suis dit, c'est vrai.
Il faut que j'accepte, ça fait partie du processus. Et c'est juste, ça te met un peu la pression, en fait, parce que tu te dis, bon, bah, du coup, c'est encore à moi de. En fait, il faut toujours que je sois en avance, tu vois. Ouais, d'élever le niveau, en fait. Enfin, Ouais. Ce qui est pas toujours évident. c'est vrai que c'est énervant, et d'un côté, c'est super bon signe d'être copié, parce que personne copie les losers, en fait. Hein, donc, C'est ça. donc ok. Mais en fait, la colère, tu vois, d'ailleurs, c'est de la peur, dans le fond. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai appris en psychologie, mais en colère, ce qui te met vraiment en colère, c'est que dans le fond, il y a un truc qui te fait peur, et tu vois, bah, moi, je pense que c'est pour ça que c'est le truc qui me met le plus en colère. Hein. C'est parce qu'effectivement, ça me met la pression, ça fait peur, et tu te dis, est-ce que je vais y arriver? C'est ça qui est difficile. Ouais, et sans aller dans la psychologie, en vrai, les deux socles fondamentaux d'émotions, c'est l'amour et la peur. Hein. Donc, de la peur peut découler la colère, la tristesse, mais très souvent, effectivement, c'est la peur. Et d'ailleurs, de quoi t'as peur aujourd'hui? Tu vois, aujourd'hui, t'as quand même une super audience installée. Le business, on n'a pas parlé de chiffres, etc. Mais j'ai l'impression que ça marche bien parce que tu partages, ça aussi, c'est des choses que tu partages parfois. Bon, j'ai atteint ou pas mes objectifs, mais de l'extérieur, ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, c'est quoi tes doutes? C'est quoi tes peurs? Eh bien, aujourd'hui, je me questionne, tu vois. Alors, je sais pas si c'est vraiment des peurs, je dirais. Mais là, je sens que, tu vois, effectivement, je suis arrivée à un espèce de palier. Enfin, en tout cas, la vision que j'avais il y a 2-3 ans, quand je me suis dit, tiens, je vais arrêter Social Club pour me lancer dans le personal branding, être une solopreneur, réputée sur le sujet, tu vois, j'ai l'impression que je l'ai accompli. Et du coup, là, je me demande, c'est quoi la prochaine étape? Et ce qui me fait peur, éventuellement, c'est de pas réussir à trouver quelle est la prochaine étape, tu vois, et de pas réussir à garder, justement, ce pas d'avance, quoi. Parce que plus je mets de temps à décider, plus je perds du temps là-dessus, tu vois, et plus je stagne, et moins, du coup... Enfin, tu vois, faut pas perdre faut pas jamais, je pense, perdre un peu le rythme. Être en mouvement. Et parce qu'aujourd'hui, du coup, t'as une vision. Tu disais que t'avais une vision au début qui est peut-être plus la même. C'est quoi ta vision aujourd'hui si tu te projettes, je sais pas, à 5 ans, enfin un truc absurde, mais qui force à se projeter, quoi. Ouais, en fait, justement, c'est ça que j'ai pas la même vision. C'est juste qu'il y a 2 ans, j'avais pas pensé à plus loin que 2 ans, tu vois. Ouais. Et maintenant, je me suis dit déjà, si j'arrive là, c'est bien. En vrai, c'est l'entrepreneuriat, c'est un peu de la survie quand même. Oui. Et en tout cas, moi, je le vis un peu comme ça. Et de plus en plus, d'ailleurs, au début, je me disais, j'aimerais bien le moment où je serais plus en survie. Mais je crois que j'ai accepté que c'est de la survie et que même si ça marche de mieux en mieux, en fait, c'est comment je vais passer l'année prochaine. Et donc, c'est super dur de se projeter à 5 ans. Ouais. Notamment quand t'es en solopreneur. Enfin, tu te dis, à la fois, il y a peut-être les sujets qui peuvent bouger, mais moi, parfois, je me pose la question, mais est-ce que je vais pas me faire chier? Enfin, est-ce que je vais pas tout changer? Ouais. Et. Oui. Parce que, il y a un truc quand même qui est sûr. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de LinkedIn, mais le personal branding, c'est un sujet qui est super vaste. Et donc, toi, est-ce que t'as envie de... Sacré lapsus. C'est un sujet qui est super vache. C'est la fatigue du vendredi soir. Nous sommes vendredi soir. Franchement, toi, est-ce que dans la vision des choses, par exemple, tu voudrais aller sur d'autres terrains que LinkedIn, que d'autres réseaux sociaux, ou c'est un truc qui est pas du tout dans la réflexion Non, si, justement, j'aimerais bien, tu vois, je me dis là, j'ai la newsletter déjà, je conseille quand même pas mal de gens, tu vois, sur le lancement du newsletter. Je les conseille aussi parfois sur le podcast, où, tu vois, justement, je me suis mise sur le sujet personal branding et pas LinkedIn, parce que j'avais pas envie de m'enfermer sur un réseau social. Après, pour moi, c'est difficile d'aller conseiller des gens sur quelque chose que j'ai pas fait moi-même. Donc, tu vois, j'irai pas conseiller sur Insta alors que j'y suis pas. Mais effectivement, ça me titille, tu vois, d'aller sur Insta. Donc ça fait partie des projets un peu court terme où je me dis, voilà, est-ce que je le développe et après, ma vision, du coup, sur long terme, pour l'instant, à 5 ans, moi, j'ai pas trop, a priori, envie de scaler sur un niveau, en tout cas, humain, tu vois, genre, j'ai pas envie de créer une agence, d'employer des gens, tu vois, genre, j'aurais pu le faire, hein, je pense, mais là, pour moi, c'est un peu la définition de l'angoisse, quoi, de devenir une gestionnaire comme ça. Je pense que je me vois plus évoluer vers une direction de devenir une Seth Godin ou, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui est un électron libre, en fait, comme ça, mais qui crée, qui écrit et qui fait avancer, en fait, pas la science, mais si, enfin, le domaine, en tout cas. Donc ça, j'aimerais bien. Mais ce qui me fait peur, c'est que je me dis, waouh, c'est énorme, quoi. Comment tu fais pour... c'est quoi les steps intermédiaires, tu vois? Et là, c'est ce qu'il faut que je trouve, aujourd'hui. Ouais. Trop cool, merci d'avoir partagé ça. Je pense que on a la chance en France qu'il y ait la place, je pense.
C'est vrai qu'aux US, il y a des éclaireurs qui montent la voix et qui sont super forts. Et je pense qu'il y a la place en France, et donc je te le souhaite, d'y arriver. En tout cas, moi, ça me parle le fait de... Pareil, on parle toujours de céder aux sirènes du toujours plus. Bah, il y a aussi le chiffre d'affaires. Moi, je suis prestataire aussi de services. J'ai fait le choix de rester plutôt artisan que entrepreneur, c'est-à-dire qui va embaucher des gens, scaler, etc. Mais du coup, il y a une petite frustration de se dire, bon, bah, en fait, je sais que mon chiffre d'affaires, à la fin, à part scaler par le prix, je peux pas, si je reste artisan, je peux pas aller faire beaucoup plus. Donc c'est aussi un choix, qui est pas évident, qui peut avoir son lot de frustration. C'est plus lent aussi. C'est différent. Mais tu vois, justement, en fait, je pense que sur la notion de scale, en fait, moi, je préfère scaler sur l'impact que j'ai. Et c'est pour ça que je trouve que, tu vois, une personne comme un Seth Godin, pour moi, elle est plus inspirante. Parce que au final, elle a un impact sur énormément de personnes. Et peut-être plus que une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais tu vois, qui est d'une petite taille, par exemple, ou qui a quelques employés. Tu vois, en fait, en termes d'impact vraiment est-ce que tu as aidé, combien de personnes t'as aidé à réfléchir, à voir les choses différemment, tu vois, combien de personnes t'as inspiré, bah, je pense que, tu vois, il le fait plus. Et puis bon, après, il y a un truc aussi qu'on oublie, c'est que un livre, ça peut scaler, tu vois. C'est juste que c'est un business. Le livre, il va revenir. Le livre, il revient sur le... non, mais j'oublie pas ce truc-là. J'oublie pas. C'est juste que je me dis pas comme ça. Ce sera pas le même livre. Mais comment? Et c'est un projet, c'est gros. Et là, ça demande un peu de réflexion, mais oui, non, j'oublie pas le livre. T'as pas abandonné sur ce sujet-là. Non. Et un autre, qu'il faut être prête et il faut avoir, tu vois, les armes pour, faut avoir la direction, tu vois, faut réfléchir un petit peu plus que ce que j'avais fait. Ouais, la maturité. C'est marrant, j'enregistrais un podcast plus tôt dans la journée avec Clotilde Dussoulier qui est coach et qui vient de sortir un livre. Et elle disait, mais en fait, j'ai sorti mon livre qu'au bout de 7 ans. Et j'ai bien fait d'attendre autant parce que j'avais la maturité pour figer les choses, parce que elle me disait, maintenant que c'est un produit fini, que c'est figé, je suis content d'avoir figé quelque chose qui a maturé pendant 7 ans plutôt que de l'avoir figé au bout de 3 ans. Et en fait, donc il y a ce truc-là aussi. Un livre, après, il t'appartient plus, il est là. Bon, tu peux l'actualiser. Mais il y a cette notion-là aussi parfois, c'est peut-être une erreur de le faire trop tôt aussi. Et je pense, parce que tu vois, objectivement, en fait, je me dis, je pense que justement, pour revenir sur ce truc du toujours plus, c'est ce que tu disais au début, tu vois, d'aller vite, d'aller fort, tu vois, etc. Je pense qu'on est vraiment une génération où on a l'impression qu'on peut hacker le système, tu vois, et qu'on peut devenir millionnaire demain, qu'on peut, tu vois, aller très vite et très fort. Et je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a un truc qu'on peut pas, et l'expérience, en fait, ça s'acquérit pas comme ça, quoi, tu vois. C'est clair. Et je pense que ça, faut avoir la volonté de passer à travers les années, tu vois. Et là, justement, c'est peut-être le choix que je suis en train de faire actuellement. Et de me dire, en fait, s'il y a des méga questions auxquelles j'ai envie de répondre et de m'atteler à ces travaux-là, tu vois, et de vraiment faire avancer, en fait, le domaine, faut que j'accepte aussi le deal, qui est que ça prendra peut-être très longtemps, quoi. Et c'est plutôt bien, parce que les gens pourront te copier ton contenu comme ils veulent, mais ils pourront jamais te prendre ton expérience. Et d'ailleurs, travail, en fait. Et tout le taf accumulé, à un moment donné, c'est un asset, quoi. Je vois le temps qui tourne, et donc j'ai 2 petites dernières questions. J'ai repris encore un de tes posts, parce que j'ai vu que tu faisais des posts parfois plus courts, plus punchline dernièrement, et ça j'aime bien. C'est vrai. C'est pareil, on parlait de la photo, c'est un truc qui est pas trop présent sur LinkedIn, et je me suis dit, tiens, elle ose faire ce truc-là, c'est cool. C'est risqué, en fait. Et mais si la punchline est bonne, et je pense que tu les travailles bien, elles sont pas mal. Et donc là, tu disais, si vous n'êtes pas un peu embarrassé de la personne que vous étiez l'année dernière, c'est probablement que vous n'évoluez pas assez. Mon avant-dernière question, c'est qu'est-ce qui t'embarrasse chez la mode d'il y a un an? Ouais, il y a plein de trucs, hein. En vrai, là, j'ai changé ma bannière il y a pas longtemps. Celle d'avant, en fait, quand j'ai fait, je me dis, mais comment j'ai fait pour faire aussi longtemps avec cette bannière-là, tu vois? Je pense. Après, il y a plein de contenus. De temps en temps, je les relis, je me dis, mais... Il y a des trucs, je suis plus d'accord avec ce que je disais. Il y a des trucs, je me dis, waouh, c'est vraiment mal dit, tu vois, ou ça pourrait être dit autrement. Il y a je sais pas, quand je regarde mon process, tu vois, de vente, ou mon process d'accompagnement des clients, tu vois, aussi, je pense qu'il y a des choses où tu vois, c'était pas systémisé, là, que j'ai beaucoup plus fait, tu vois. Donc, puis après, il y a des newsletters. Les newsletters, quand je relis les newsletters, tu vois que t'as progressé. Ouais, il y en a où je me dis, ah ok, c'était vraiment pas très élevé. J'avais des attentes pas très élevées envers moi-même.
Après, en même temps, après 123, c'est... Ouais. Ouais, donc... mais c'est rassurant, tu vois. Ouais. De se dire... en fait, les attentes étaient les mêmes envers moi-même, mais en tout cas, j'avais pas la même capacité à y répondre. Donc non, il y a plein de contenus, il y a plein de choses où je suis pas spécialement fière de ce que j'ai fait, ouais. Ok, mais c'est rassurant aussi. Et avant de te demander, avant de te demander comment te suivre, etc. T'en as un peu parlé, mais team lièvre ou team tortue, du coup? Bah tortue. Team tortue. Tortue. C'est évident. Non, mais c'est cool. C'est elle qui gagne à la fin aussi, c'est elle qui gagne à la fin, faut le rappeler. Ouais. Et ouais, les petites dernières questions, du coup, pour celles et ceux qui veulent te lire, te suivre, te joindre, c'est plus compliqué, mais bosser avec toi, c'est quoi le meilleur moyen? Et je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. LinkedIn déjà, donc suivre mon profil LinkedIn, évidemment. Après, la newsletter, donc ça s'appelle Les Persos de Maud, qui est disponible sur maudalaves.com, mais aussi sur mon LinkedIn. En fait, on peut la trouver assez facilement. Et pour me joindre, le meilleur moyen reste quand même toujours d'envoyer un message sur LinkedIn, je dirais. De toute façon, en fait, il faut se dire qu'on répond à tout le monde. Après, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon double mon double extraverti? C'est la même chose. On répond pas dans les 24 heures. Parfois, on met une semaine, parfois, on met plus. Mais on finit toujours par répondre. Donc, et en général, les messages, tu vois, demande d'accompagnement, ceux-là, c'est moi qui les traite. Et j'essaie assez rapidement, tu vois. Enfin, au moins dans la semaine, quoi. Merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup pour l'invitation. Trop cool. Merci. Merci aussi, parce qu'il nous a laissé un peu de temps. Comment tu te sens? Comment ça va? Trop bien, super. Ouais, super. Et toi? Ouais, ça va. Moi, j'ai la petite frustration parce que je voyais le temps qui tournait. J'avais des millions d'autres questions, mais c'est très bien de se mettre la petite contrainte de temps. Enfin, c'est de la bonne frustration. Ouais. Et... Une heure, déjà, c'est bien. Hein. Ouais. En vrai, on a fait un tout petit peu plus, je pense. Et est-ce que t'as le sentiment que t'as pu dire ce que tu voulais, que je t'ai posé à peu près les questions qui faisaient le tour du sujet? C'est sympa. Ok. Il y a des questions qu'on me posait pas trop, donc. Ok, cool. Bah, pour être honnête, je prépare jamais un épisode genre en écoutant des épisodes parce que j'ai pas envie que ça m'influence, donc ça se trouve il y en a eu qui étaient exactement les mêmes pas exactement les mêmes, non. Et ça se trouve des complètement différentes. Bon, après on est dans le sujet, donc forcément il y a des questions un peu classiques, mais ouais. Non, mais tu m'as pas posé les questions classiques justement, tu vois, que je pense qu'on me pose aussi, tu vois, qui sont comment tu fais du personal branding, qu'est-ce que c'est le personal branding, ouais. Non, tu m'as demandé comment être remarquable. C'est pas pareil. C'est ta proposition de valeur, quoi. Tu l'appliques forcément à toi, donc. Ouais, mais ce que je trouve qui est pas la même chose que le personal branding au sens large, tu vois. Ouais. Et c'est un sujet hyper large et hyper. C'était cool avec toi d'aller un peu en profondeur sur LinkedIn et newsletter où tu fais super bien les choses. La photo aussi, c'était cool que tu donnes tes tips parce que. Ouais. Parce que, moi, je me suis demandé comment tu faisais, tu vois, parce que les photos, elles sont super bien. Ouais, lesquelles? Et, celle sur LinkedIn celle que tu mets sur LinkedIn, non, mais toutes, je trouve ça. En fait, toutes, parce que, en tout cas, alors si t'as un photographe, moi je pensais que tu les faisais toute seule et que t'étais juste très forte en photo, ce qui est certainement le cas. Mais même si t'as des photographes, je trouve que t'arrives à avoir une cohérence. En fait, quand je te vois en photo, je dis, ah bah tiens, ça c'est une photo de Maud. Ouais. Et c'est assez fort du coup si t'arrives à le faire avec différentes personnes. Ouais. Avec un grain, il y a des. Même dans la luminosité, je trouve, c'est quand même souvent. Souvent, il y a une source de lumière, mais c'est pas tout lumineux. T'arrives à bien travailler le truc. Moi, j'aime bien aussi la photo et il y a quand même un état d'esprit qu'on retrouve, tu vois. Ça, c'est plus sur mes newsletters, effectivement, le truc. J'aime les ombres-lumière, ça, j'aime trop, ouais. Dès que j'en vois quelque part, je me dis, je vais faire ma photo là. T'as ce réflexe, moi, faut que j'arrive à le prendre, mais. Ouais, mais après les photos, les photographes, je les ai choisis. Et merci puis, beaucoup.